Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre opinion sur Gamma TV. Gamma TV à Dakar reçoit Maître Kemoko Malik Diakité, avocat de Cécile Raphaël Khaba, qui a été acquitté. Il est aussi secrétaire général de l'Ordre des avocats chargé de cours droit pénal. Bonsoir, monsieur Diakité. Bonsoir, monsieur Diakité. Bonsoir, monsieur. Alors, très bien. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de notre chaîne Gamma TV. Oui, d'accord. Très bien. Alors, je vous rappelle, le 31 juillet, le tribunal de la première instance de Duxine a rendu son verdict condamnant Oui. Moussa Dadis Camara et ses six autres co-accusés, respectivement de 10 ans à 20 ans. Peut-on dire que l'impunité en Guinée est finie? Non, mais tout de même, c'est un signal fort pour tous ceux, surtout nos dirigeants qui pourraient, surtout que nous sommes aussi en régime militaire, qui pourraient avoir l'idée de faire la même chose. Eh bien, je pense que c'est un exemple, un signal fort qui est donné par la justice guinéenne. Donc, je pense que à bon entendeur salut, comme on dit, hein. Je pense que tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir peuvent, à l'image, voir l'exemple de ce procès et faire très attention quant à la gestion de la chose publique. Voilà. Donc, vous voulez dire, monsieur Diakité, que ce verdict rendu le 31 juillet lance un message fort à l'endroit de l'actuelle autorité de la transition? Oui, bien sûr, bien sûr. Même si c'est vrai que ce sont eux qui ont eu la volonté d'organiser ce procès. C'est une bonne chose, nous les en félicitons, mais eux-mêmes, ils savent que ils doivent eux-mêmes faire très attention parce que si jamais ils se retrouvaient dans la même situation, eh bien, voilà, ils peuvent être à la place aujourd'hui du capitaine Dadis et de Claude Pivy et de tous les autres, c'est clair. Alors, je vous rappelle, tout récemment, les avocats de Guinée ont décidé de partir en grève de 2 semaines et de boycotter toutes les audiences suite au kidnapping de Fonike Mengue et Biloba, tous responsables de FNDC. Mais malgré ça, le tribunal de première instance de Dixine a rendu son verdict. Est-ce que on peut dire, de ce point de vue, que c'est une violation des droits de défense de vos clients? Oui, c'est carrément une violation des droits de la défense des accusés. Vous savez, en matière criminelle, euh, l'assistance de l'avocat est obligatoire. Les accusés doivent être obligatoirement être assistés d'un avocat, parce qu'on ne sait jamais. Si le jour du délibéré, il y a des incidents d'audience, des événements qui empêchent le président de délibérer ou de continuer à délibérer s'il a commencé, eh bien, les avocats pourraient intervenir. Mais s'il n'y a pas d'avocat, c'est un problème. C'est pourquoi l'assistance des accusés par des avocats, c'est obligatoire en matière criminelle. Le fait de ne l'avoir pas fait, c'est carrément une violation du code de procédure pénale. Alors, est-ce que cette décision rendue en l'absence des avocats, est-ce que cela pourrait entacher ce verdict-là? Bon, heureusement que pour moi, mon client a été libéré, il a été reconnu non coupable. Mais j'imagine que pour mes confrères qui vont faire appel de la décision, ils ne manqueront pas en appel de demander la nullité, enfin de l'infirmation de ce jugement, pour d'abord pour plusieurs raisons, mais dans le fait que ça a été rendu en l'absence des avocats, alors que nous sommes en matière criminelle. Alors justement, vous parlez de votre client Cécile Raphaël Khaba qui a été acquitté, heureusement pour lui, parmi les quatre acquittés et parmi d'autres condamnés
où Moussa Dadis et les deux autres co-accusés qui ont été condamnés, je le disais tout de suite, respectivement de 10 ans à 20 ans. Pourquoi a-t-il bénéficié un tel acquittement? Oui, il a bénéficié d'un tel acquittement parce que, vous savez, d'abord, et pour lui, son cas, il a été d'abord poursuivi tout simplement parce qu'il était le garde-corps de Toumba. À l'époque, je voudrais vous rappeler que Toumba était l'homme le plus recherché puisque il était l'homme clé. On a tous pensé, même nous, hein, on a pensé que le 28 septembre, le massacre, c'était Toumba qui était derrière tout ça. Et comme lui, Toumba, ayant fui la Guinée, son garde-corps était en Guinée. Et certainement, les juges, les procureurs, les policiers, les gendarmes et tout ça se sont dit effectivement qu'il ne pouvait pas commettre ce massacre, en tout cas il ne pouvait pas être le maître du jeu sans son garde-corps. Forcément, son garde-corps l'aurait aidé. Donc c'est seulement pour ça qu'il a été d'abord arrêté, détenu, et puis voilà. Et c'est vraiment, comme on appelle, une présomption de culpabilité et pas d'innocence. Bon, il a son statut de garde-corps de Toumba, fait qu'il a été arrêté tout simplement. Et après, les enquêtes n'ont pas démontré qu'il était au stade. Lui, il a toujours dit qu'il n'était pas au stade, mais plutôt à la clinique, dans une des cliniques de la banlieue de Conakry, pour assister son épouse, qui était en état de famille, en état de grossesse. Et donc, il y avait des difficultés. Et il avait demandé et obtenu la permission, l'autorisation de son patron, de Toumba, justement, de sa santé ce jour-là. Et Dieu merci, parce que s'il n'avait pas obtenu cette autorisation, voilà, il serait peut-être impliqué dans cette affaire. Donc, il était là-bas. Et le médecin-chef, a été interrogé, mais pas pendant la procédure et les audiences du procès du 28 septembre, mais bien avant, il a été appelé et il a dit effectivement que CC était à la clinique. Toumba a dit que CC était, effectivement, il avait donné l'autorisation, et puis plusieurs témoins sont venus dire que parmi les accusés, ils reconnaissent tel, mais ils n'ont pas cité le nom de CC Raphaël. Mais s'il était présent, forcément, il serait aux côtés de Toumba, et les témoins auraient dit oui, nous avons vu Toumba, mais nous avons vu à côté aussi CC Raphaël qui était en train de protéger Toumba ou de l'aider à faire ceci ou à sauver les leaders extra. Donc voilà, donc il y a tellement d'éléments qui prouvent son innocence, voilà, et personne ne peut dire que voilà, CC a fait ceci ou il a vu CC, voilà, au stade, sur le théâtre des opérations. Alors justement, Monsieur Diakité, votre client CC Raphaël étant acquitté, donc il est innocent, il était en détention depuis 2010 jusqu'en 2024, puisqu'il est prouvé qu'il est innocent. Est-ce que le fait qu'il a resté longtemps en prison, est-ce que pour cette raison, il doit bénéficier d'une indemnisation? Oui, c'est évident, c'est normal. Je pense même que cela va de soi. Quand vous avez été privé de liberté pendant 14 ans, alors que pendant 14 ans, vous auriez pu, il lui était sergent-chef au moment où on l'a arrêté. Il aurait pu devenir colonel. Il aurait pu avoir un grade supérieur. Il aurait pu s'enrichir. Il aurait pu, comme on appelle, s'occuper de ses enfants, de leurs études. Peut-être qu'il serait même à l'extérieur et tout. Donc, c'est un homme qui aurait pu vraiment avoir une vie vraiment accomplie. Mais voilà, il est resté au stade de la pauvreté du fait que, justement, on lui a privé injustement de liberté. Et la faute revient à l'État, puisque la justice, c'est l'État. Et l'État aurait dû, n'est-ce pas, vérifier, chercher, fouiller, voir si vraiment il était coupable ou pas, mais on l'a pas fait comme ça. Et pendant 14 ans, il a croupi en prison. Donc, c'est évident qu'il doit être, l'État est responsable de cette situation et l'État doit réparer, doit le dédommager vraiment pour ces souffrances qu'il a connues. Et nous, ce que nous allons faire, c'est de demander de façon amiable à l'État de voir la situation de ce pauvre homme qui a tellement souffert
et pendant 14 ans séparé de sa famille, et de lui allouer un montant que nous pouvons convenir avec l'État, ou alors nous pouvons proposer quelque chose et l'État verra. Et voilà. Mais je pense que l'État ne doit pas faire de difficulté par rapport à ça. Franchement, et voilà. Donc les faits sont tels que l'État devrait nous comprendre et agir. Mais si l'État ne le faisait pas, nous serons obligés de saisir les tribunaux pour voilà, pour que CC, voilà, entre dans ses droits. Voilà. Alors, dans la foulée, il y a aussi le cas de Toumba Diakité, qui a été Oui. arrêté au Sénégal en 2017. Donc, il a été placé en détention provisoire. Et hier, on lui a infligé une peine d'emprisonnement de 10 ans. Est-ce que euh, le temps qu'il a fait en prison, en détention provisoire, et la peine qu'on lui a infligée, est-ce que cela pourrait commuer sa peine? Oui, mais on va défalquer le temps qu'il a mis en prison et donc il ne lui reste que 2 ans, je pense. Il lui reste 2 ans pour avoir voilà, il lui reste 2 ans. Donc, il ne va pas purger les 10 ans. Euh, non, pas les 10 ans. Il ne fera que 2 ans. Très bien. Alors, il y a des éléments très importants, le cas très important, en l'occurrence, les victimes qui ont été tuées, violées, séquestrées dans le stade de 28 septembre en 2009. Ils sont au nombre de 56 personnes et 109 femmes Oui, violées. Donc, on oui. a demandé, suite à ce verdict rendu hier, on a condamné euh, Moussa Dadis et ses co-accusés d'indemniser justement à ces victimes-là. Est-ce que ces personnes ayant les moyens financiers pour pouvoir indemniser ces victimes? Bon, je crois que ils n'auront, bon, ce serait compliqué qu'ils aient les moyens. Ils avaient les moyens avant d'être en détention, mais maintenant, on peut pas dire qu'ils ont les moyens en ce moment. Je ne crois pas trop. Mais si vous avez constaté, c'est que le juge, le président du tribunal criminel, avait dit que l'État allait garantir ce qu'on appelle ces montants-là. Et donc, les dommages et intérêts. Donc, si l'État garantit, ça veut dire que certainement, il sera faire appel à l'État pour payer et que l'État pourrait se retourner contre ces accusés-là. Pour une action récursoire. Voilà, exactement. Alors, est-ce que de ce point de vue-là, l'État va accepter d'assumer cette responsabilité civile vis-à-vis des victimes? Bon, ça, vous savez, l'État, il est ce qu'il est, hein, souvent mauvais payeur ou alors, voilà. De toute façon, vous pouvez pas contraindre l'État à payer. Si l'État dit qu'il paye pas, vous pouvez pas le contraindre. C'est ça le problème. Mais il faudrait quand même que l'État assume les décisions de sa justice. Voilà. Donc, si l'État est appelé à garantir, bah, il faudrait qu'il garantisse, qu'il paye, hein, parce que sinon les victimes n'auront rien et puis donc elles n'auront que les yeux pour pleurer et puis elles n'auront finalement ce procès n'aura servi à rien du tout parce qu'en fait tout ça a été poussé aussi pour que les victimes obtenir réparation de dommages qu'elles ont subis. Voilà. Et il me semble que l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Charles Rouet, avait annoncé un montant à peu près de 19 milliards pour indemniser justement ces victimes-là. D'accord. Oui, je l'ai entendu aussi. Bon, si ce montant existe, je pense que ça va contribuer à effectivement dédommager les victimes. Parce que effectivement, il y a eu un montant qui avait été dégagé effectivement pour les victimes, effectivement. Je pense que si ça existe encore, voilà, ça pourrait être utile pour cela. Et je pense que peut-être c'est pour ça que le président a dit que a déclaré que l'État devait garantir voilà le dédommagement des victimes. Et est-ce que dans cette perspective-là, la Cour pénale internationale va mettre la main dans la poche pour accompagner justement l'État guinéen?
je ne sais pas si la CPI va le faire. Déjà, la CPI sur le plan financier n'a pas beaucoup fait. Hein. C'est, je crois, l'État guinéen qui a pratiquement le procès a été pris en charge pratiquement entièrement par l'État guinéen et je crois la CPI est très peu intervenue. Donc, ça m'étonnerait que la CPI intervienne encore après. Si elle n'est pas intervenue pendant et avant, qu'elle intervienne après, ça m'étonnerait. Alors, il y a une question ici qui paraît floue aux yeux des victimes. C'est au sujet de francs symboliques fixés par le verdict du tribunal de la première instance. Est-ce que justement ce franc symbolique est destiné aux ONG, à Avipa, au GDH ou bien à FIDH ou bien aux victimes? Excusez-moi, je suis désolé, hein, j'ai pas bien entendu. Vous savez qu'au moment où la décision a été prise, nous n'étions pas dans la salle et ça m'a été rapporté. Donc le franc symbolique, c'est maintenant que j'entends, mais j'ai pas entendu écouter tout le verdict. Je sais pas à qui c'est destiné en réalité. Voilà, on va terminer par ça. Les 15 jours accordés aux avocats de la défense de peut-être d'interjeter appel, est-ce que cela va avoir un gain de cause? Cela va, j'ai pas compris. Je dis, les avocats, le tribunal donne la possibilité aux avocats de la défense 15 jours de faire l'appel de cette décision qui a été rendue Oui, oui, hier. Est-ce que oui, oui. ces avocats justement vont avoir gain de cause? Oui, moi, à mon avis, vous savez, ils peuvent avoir gain de cause. Bon, c'est notre justice aussi qui doit, comment on appelle, faire montre de sagesse et de neutralité et de ne pas être sous pression ou sous influence. Ce qu'on peut constater ici déjà, c'est que mes confrères qui vont faire appel, ben, ils auront des arguments pour faire infirmer cette décision. D'abord parce que vous voyez que tous ceux qui sont accusés là ne sont pas ceux qui ont effectivement commis les crimes. C'est pas eux qui ont assassiné, c'est pas eux qui ont tué, c'est pas eux qui ont violé, c'est pas eux qui ont donné des coups, des blessures, tout ce que on raconte là, tout ce qui s'est passé au stade. Eux, vraiment, on peut pas leur reprocher d'avoir commis ça. On n'a pas arrêté les auteurs des infractions commises au stade du 28 septembre. On n'a pas arrêté les auteurs. Mais pourtant, ils sont là. On les a pas arrêtés. Alors, donc, même les victimes, je pense que même elles-mêmes, elles ne peuvent pas être satisfaites à 100%. Peut-être par rapport au montant, si elles perçoivent, tant mieux. Mais pour elles, ce qui serait justice, c'est que les auteurs, ceux qui ont tué les parents, ceux qui les ont brutalisés, violentés, violés, c'est ceux-là qui auraient dû être devant le tribunal. Et les victimes, à ce moment-là, auraient été moralement satisfaites. Mais c'est ça, c'est que ce procès nous laisse un goût amer. Et bon, c'est pour ça que le tribunal n'a pas voulu aller dans le sens des infractions qui étaient reprochées au départ aux accusés. Ils ont préféré requalifier en crime contre l'humanité, parce que le crime contre l'humanité permet justement de sanctionner ceux qui sont dans la chaîne de commandement, ceux qui sont dans la hiérarchie du commandement. Voilà, parce qu'on se dit que les subordonnés n'ont pas pu aller faire tout ce qu'ils ont fait sans qu'ils aient été des ordres donnés. Donc, c'était plus facile donc de les sanctionner avec le crime contre l'humanité. Et donc, voilà. Mais en réalité, ça laisse un goût amer encore une fois. Et puis, les preuves ne sont pas... Il y a presque pas de preuves. C'est trop léger, c'est trop... Voilà. Donc, pour moi, l'appel que mes confrères vont interjeter, ils auront gain de cause si la cour d'appel prend ses responsabilités et constate qu'effectivement, franchement, il n'y a pas, les preuves sont trop légères. C'est parfois des paroles, des témoins qui parlent, mais ce n'est pas corroboré par 5, 6, 7 témoins. Ce n'est pas corroboré par des armes. Il n'y a pas de scellé, il n'y a pas de... Bon, c'est très compliqué. Donc, ça nous laisse un goût amer, mais bon.
Je crois que mes confrères sauront se battre là-bas. En tout cas, il y a des éléments pour pouvoir faire annuler, en tout cas infirmer ce jugement. Donc, M. Keita, à vous entendre parler, on a l'impression que cette décision qui a été rendue hier est partielle. Oui, oui, oui. Pour moi, bon, d'abord, vous savez, tout a été mal monté à l'instruction, avant même que le tribunal soit saisi et commence les audiences. Nous, on était à l'instruction. L'instruction n'a pas été faite de façon professionnelle, si on peut dire comme ça. Vous savez, on colle des infractions, assassinat. Mais l'assassin n'est pas arrêté. On arrête des personnes parce qu'ils sont parce qu'ils commandent. Vous comprenez? Mais on leur dit qu'ils ont assassiné, ils ont violé. Donc déjà, à la base, tout a été faussé. Alors justement, la Alors, donc, on a requalification. arrêté des gens qui n'avaient rien à voir, comme Cécile Raphaël là-bas, comme les trois autres aussi qui sont libérés. Alors, vous voyez, pour un massacre comme ça, 13 accusés. On aurait pu avoir une centaine, 200, 300 même. Mais non, on a 13. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est un procès. Bon, il a eu le mérite que l'audience est tenue, que chacun a pu être défendu, que voilà, il a bien donné un exemple par rapport à ce procès. Mais, franchement, il y a eu manque de preuves. Même les vidéos qu'on a montrées, vraiment, c'était trop léger, c'était tendancieux. Ceux qui ont filmé les scènes avaient tendance à montrer que oui, je vous montre des scènes, mais Monsieur ces scènes-là, Diakité, voilà, c'est elle qui l'a fait. On vous montre Dadis, on vous montre des femmes violées, on vous montre Tchebourou ensuite, on vous montre Estra, vous montre. Donc, même ceux qui ont fait la vidéo ne sont pas neutres. Donc, et les éléments de preuve, c'était presque tout. C'était des témoins qui parlaient, mais qui ne pouvaient même pas dire des noms, qui ne pouvaient pas dévisager qui a fait quoi. Bon, franchement, moi, je n'aurais pas condamné. alors, Franchement, je les aurais, les vrais auteurs, vraiment, je n'aurais les pas vrais condamné auteurs ou à bien la place du tribunal. les présumés auteurs, vous les connaissez? Les présumés auteurs, Oui, si on les connaît, oui, si vous les connaissez. non, 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 nous, on peut pas, Puisque non, on vous peut pas dites les tout de connaître. suite là que les On a vrais cité auteurs se des gens, trouvent ailleurs. on a cité des gens. On a cité par exemple les militaires en formation à Caléa, au camp de Caléa. On a arrêté presque personne de Caléa. D'accord. Mais pourtant, il y a des dossiers. Et c'est des étudiants qui sont là-bas. Ils ont un domicile, ils ont des adresses, des numéros de téléphone qu'ils ont laissés dans leur dossier. Ben, il suffit d'appeler, voilà. Donc, moi, je pense on n'a pas trop poussé les investigations. On n'est pas allé trop loin. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Il y a comme quelque chose, un non-dit. Il y a comme un non-dit. Voilà. Et c'est comme si on a refusé d'aller plus loin, d'investiguer plus loin, de fouiller. Voilà. C'est comme si on s'est contenté juste de ce qui apparaît et de ne pas aller trop loin. Mais pourquoi? Je ne saurais le dire. Alors, la requalification des faits qui a fait l'objet d'un débat très houleux au sein de ce procès-là, est-ce que vous pensez que justement cette requalification des faits de crimes contre l'humanité est proportionnelle aux actes commis dans le stade du 28 septembre? Bon, d'abord, on aurait pu, on aurait pu retenir les crimes contre l'humanité. C'est vrai, c'était un massacre. Bon, encore que le nombre de vraiment victimes est vraiment très à préciser. On n'a pas eu 150 morts, mais bon, ça c'est des estimations, mais c'est pas des corps qu'on a trouvés qu'on a compté comme ça. Mais dans tous les cas, on pourrait retenir les crimes contre l'humanité. Mais là aussi, si on retient cette infraction, il faudrait que ce soit soumis à débat. C'est-à-dire que dès le départ,
vous dites, le tribunal dit, les crimes pour lesquels les accusés comparaissent, c'est les crimes contre l'humanité. Donc, les avocats de la défense, des parties civiles, le ministère public vont poser des questions et débattre, observer tout ça sur cette infraction. Mais on ne débat pas sur ça. Du début à la fin, c'est sur les viols, l'assassinat, les meurtres, les violences, menaces et tout ça. Et puis à la fin, on met en délibéré parce que le président bon, bien sûr, il y a eu un débat sur cette qualification, mais le président aurait dû dire à la fin, bon, la qualification contre l'humanité. Et parce que je retiens la qualification de crime contre l'humanité, nous revenons au débat. Donc, chacun a la parole. Donc, justement, pour entrer dans le débat de cette nouvelle infraction. Mais on vous dit crime contre l'humanité et puis on prend une sanction directement. C'est ça qui ne va pas. C'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal parce que il y a une violation des droits de la défense. Les accusés n'ont pas été entendus sur cette qualification de crime contre l'humanité. Ils ont été entendus sur l'infraction d'assassinat et autres, hein, tout ce qui a été retenu auparavant, mais pas crime contre l'humanité. Et ils ne sont pas défendus par rapport à cette infraction. Les avocats n'ont rien dit par rapport à cette infraction. Alors, vous comprenez que là aussi, il y a une violation des droits de la défense. Et là aussi, c'est un motif de cassation. Moi, je pense que, c'est un motif d'infirmation au niveau de la cour d'appel qui pourrait tout simplement infirmer cette décision parce que on ne peut pas vous dire, vous collez une infraction, on ne vous permet pas de vous défendre sur cette nouvelle qualification et on prend une décision directement. C'est ça qui ne va pas. Et c'est ça qui n'est pas normal. Alors, Monsieur Diakité, merci d'avoir été notre invité sur la chaîne panafricaine Gamma TV. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, les milliers de téléspectateurs, des Guinéens, des Africains qui nous suivaient sur votre chaîne préférée, Gamma TV, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Kemoko Malik Diakité. Il est avocat de Cécile Raphaël Khaba, qui a été acquitté. Il est aussi secrétaire général de l'Ordre des avocats chargé de cours au droit pénal. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne et sachez très bien que le programme se poursuit et vous pouvez suivre évidemment cette interview-là sur YouTube et Facebook. Merci bien.